Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs tire la sonnette d'alarme sur la situation au Burundi. Elle appelle les parties prenantes au dialogue. C'est un rendez-vous très attendu des décideurs économiques du continent. La deuxième édition du Rebranding Africa Forum s'ouvre ce vendredi à Bruxelles, en Belgique. Et puis, quelle crédibilité pour la Cour pénale internationale? La question a fait l'objet d'un ouvrage signé Isaka Dagnossi. Un gros plan dans ce journal. Mais tout d'abord, le futur s'assombrit pour le général Gilbert Diendéré. L'auteur du coup d'État manqué du 17 septembre au Burkina Faso a été inculpé ce vendredi de 11 chefs d'accusation, dont celui de crimes contre l'humanité. 23 autres personnalités sont également sur le banc des accusés dans le cadre de l'enquête sur ce dossier. Une cinquantaine de témoins ou parties civiles ont déjà été entendus. Les tensions au Burundi inquiètent bien au-delà des frontières du pays. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs craint un effet domino dans la sous-région. Explication avec Lise Elsi à Kizimana. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs tire la sonnette d'alarme sur la crise sociopolitique du Burundi. La CIRGL réagit par rapport à la situation sécuritaire préoccupante à Bujumbura, la capitale burundaise. Depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza en juillet 2015, des scènes de violence sont devenues récurrentes. Le ministre de la Sécurité publique a fait état de 130 assassinats au cours du troisième trimestre de l'année 2015. Nous exprimons notre vive inquiétude sur la situation sécuritaire au Burundi qui se détériore, de même que la multiplication des actes de violence et des pertes en vie humaine. Cela constitue une menace sérieuse pour le Burundi, mais aussi pour toute la région. Cette organisation sous-régionale craint en effet une propagation de la crise burundaise vers les autres pays limitrophes. Disons déjà que la crise burundaise affecte la région des Grands Lacs, dans la mesure où nous avons déjà plus de 200 000 réfugiés qui sont essentiellement au Rwanda, en Tanzanie et en RDC, mais également dans les pays comme l'Ouganda et le Kenya. Et deuxièmement, il faut dire aussi que avec l'intensification de le pouvoir est isolé, le pouvoir est de plus en plus répressif, et cette répression peut engendrer une résistance, on va dire armée, et si cette résistance voit le jour, c'est sûr que les implications au niveau de la région des Grands Lacs seront beaucoup plus importantes. Il y aura plus de réfugiés. Et puis, on ne sait pas les positions des différents pays au sein de la région par rapport à ce nouveau contexte. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs appelle à la reprise des négociations entre tous les acteurs. Depuis juillet 2015, le dialogue dirigé par le ministre ougandais Crispus Kionga reste bloqué. Le régime burundais envisage la reprise des négociations sans médiateur étranger, ce que dénoncent l'opposition et la société civile. Ouverture ce vendredi à Bruxelles en Belgique de la deuxième édition du Rebranding Africa Forum. L'occasion pour les décideurs africains et internationaux de se rencontrer et d'échanger autour du thème « Investir en Afrique, entreprendre en Afrique ». Arwa Barkala. Investir en Afrique, entreprendre en Afrique, c'est le thème de la seconde édition du Rebranding Africa Forum. Durant les 16, 17 et 18 octobre 2015 à Bruxelles, capitale belge, les spécialistes du secteur de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'innovation se rencontreront. Les objectifs d'émergence sont fixés pour l'Afrique, mais les défis en matière de compétitivité restent majeurs. Depuis quelques années, l'Afrique a de manière exceptionnelle enregistré un bond qualitatif dans son processus de développement qui contraste radicalement avec cette image longtemps véhiculée d'un continent perdu. Il est vrai que les immenses potentialités du continent en ressources naturelles ont contribué à cette évolution positive. Mais il faut surtout chercher les raisons profondes de ce bond qualitatif dans l'enracinement progressif de la démocratie et donc de la stabilité politique, gage de tout développement. Les participants au forum auront l'occasion de débattre autour des secteurs clés de l'investissement en Afrique et de mesurer la place des innovations dans ces mêmes investissements.
Enfin et surtout, il s'agira de cibler et d'échanger autour des enjeux et des opportunités pour l'entrepreneuriat, des opportunités d'autant plus importantes que le continent aspire à plus de stabilité. La condition première pour faire l'intégration, c'est d'abord la paix. Je crois que ça a été dit par tout le monde. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, qui est le cœur de l'Union européenne. Quand on voit à travers combien de guerres l'Europe est partie, et aujourd'hui, la garantie de paix, la dividende de l'intégration européenne, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une paix durable. Le Rebranding Forum Africa a lieu chaque année au mois d'octobre. La deuxième édition se tient les 16, 17 et 18 octobre 2015 à Bruxelles, en Belgique. Les organisateurs attendent près de 400 participants. Et sachez que cet événement est à suivre en direct sur Africa 24 ce samedi à partir de 7h GMT. La Cour pénale internationale serait-elle destinée aux Africains? C'est de ce questionnement qu'est né l'ouvrage La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique de l'écrivain togolais Isaka Dongnyossi. Zoom dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. La question de la crédibilité de la Cour pénale internationale se pose notamment en Afrique ces dernières années. Pour beaucoup, la CPI est une juridiction mise en place contre les Africains. Mais cette assertion ne saurait suffire pour comprendre le fonctionnement de la Cour pénale internationale. C'est ce que révèle entre autres l'ouvrage La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique. Aujourd'hui, le constat est que la CPI est beaucoup plus basée, base beaucoup plus ses actions sur l'Afrique que les autres régions du monde. Et ça a été le point de départ de l'idée de mon ouvrage, même si je peux nuancer cette idée-là après. La nuance, c'est que je me suis rendu compte en rédigeant ce document que, au-delà de l'Afrique, la CPI travaille. Que la CPI intervient, la CPI ouvre des enquêtes préliminaires dans des pays comme le Honduras, l'Afghanistan et la Colombie, l'Ukraine, qui ne sont pas des pays d'Afrique. Et bientôt, récemment, la CPI a ouvert des enquêtes préliminaires aussi en Palestine. C'est un signal fort. L'Union africaine, en 2013, avait tenu une grande conférence sur la Cour pénale internationale. À cette conférence, il était décidé que les chefs d'État africains en exercice soient exempts de toute poursuite judiciaire venant de la CPI. Et c'est là qu'intervient également la question de l'impunité et la protection des dirigeants au détriment des victimes. Nous pensons que la CPI peut être un bon outil pour lutter contre l'impunité. Nous, dans notre collectif, nous avons eu à porter des plaintes contre l'État togolais dans bien des affaires qui malheureusement n'ont pas été instruites. Et nous avons porté les affaires devant la Cour de la CEDEAO qui malheureusement a pris une décision mais que l'État togolais n'a toujours pas appliquée. Donc si la Cour pénale internationale peut agir au Togo à travers la ratification du statut de Rome, nous pensons que c'est un atout que nous aurons et que nous pouvons mettre en valeur. Pour l'heure, le Togo n'a pas ratifié le statut de Rome et pour tous les États africains, la poursuite des auteurs des crimes les plus graves commis est plus que nécessaire afin d'être à l'abri de la justice internationale. Du sport à présent, tout est bien qui finit bien. Après plusieurs jours de grève pour non-versement de leurs primes, les basketteuses camerounaises ont enfin pu récupérer leur dû ce mardi. Jean-Célestin Edjangué et Ismaël Bogaleb. Après une grève de plusieurs jours pour non-paiement des primes, les basketteuses camerounaises vice-championnes d'Afrique de la 24e édition de l'Afrobasket tenue à Yaoundé du 24 septembre au 3 octobre 2015 ont perçu depuis ce mardi 15 millions de francs CFA chacune. Une issue heureuse qui fait la joie des principales concernées mais aussi des observateurs. Les primes ont été accordées aux filles, donc les revendications des filles ont été honorées. Elles ont eu chacune ce qu'elles voulaient. À la date d'aujourd'hui, toutes les filles de l'équipe nationale de basket du Cameroun ont eu leur prime de 15 millions de francs chacune. Je pense que aujourd'hui, sur l'afro-basket qui a été fait au Cameroun, un fabuleux succès populaire, un fabuleux succès au niveau du sportif, parce que c'est la première fois que les filles terminent à ce niveau-là. Non, mais aujourd'hui, ce qu'on retient malheureusement, c'est l'histoire des primes. Au-delà de cet aspect qui est un aspect négatif, heureusement les choses sont rentrées dans l'autre. Mais il faut penser que les statuts ne sont pas tels qu'aujourd'hui au Cameroun, quand une équipe va faire une compétition, qu'on sache exactement ce que les joueurs auront comme prime. Je pense que les autorités devraient se pencher dessus, ou la tutelle devrait se pencher dessus pour savoir clairement
pendant une compétition, ce qu'on aura, j'espère, on en rêve tous, mais on espère que ça va être fait. Les Lionnes ont observé plusieurs jours de grève, refusant de libérer les chambres de l'hôtel Montfébé où elles étaient logées. Il aura fallu une intervention des plus hautes autorités du Cameroun pour obtenir le paiement des primes. Il y a eu beaucoup de négociations, donc les personnes de la présidence sont intervenues, donc je ne citerai pas les noms, mais c'est une situation qui est quand même assez compliqué et bizarre. Bon, c'est normal, le chef d'État est intervenu, on est tous contents, c'est même très important, mais ça ne devrait pas être la règle. Partout, on sait ce qu'on donne aux athlètes pendant une compétition. On devrait le savoir. Donc ça va être ce qui va être fait, et on le souhaite de tout cœur que ça va être fait dans les jours qui viendront. Suite aux négociations avec les autorités, les joueuses se sont vues proposer dans un premier temps 5 millions, puis 10 millions de francs CFA. L'intervention du chef de l'État a permis de débloquer la situation. Les sélections camerounaises sont souvent confrontées à ce problème de versement de primes. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.